Il est 8h26. On est en train de partir de chez Chantal et Noël. Enfin, surtout Chantal. Et on va à la boulangerie pour s'acheter nos sandwichs. Et après, on va aller marcher jusqu'au au lac Bleu. Et ensuite, on fera du stop jusqu'à la Mastre, où on sera récupéré à 17h par Olivier, un militant pour la cause palestinienne qui habite à Valence. Et voilà, il va nous ramener à Valence et nous héberger ce soir. Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Blanc, j'ai 70 ans et un peu plus. Et je me dis que j'ai passé une bonne partie de ma vie et j'ai vu comment les gens vivent, mais il faudrait tout changer. Il faudrait quand même se dire que nous, les humains, on a l'intelligence, mais il faut s'en servir. Il ne faut pas se battre comme des chiens, sinon ça ne sert à rien d'avoir l'intelligence. Voilà, c'est tout simplement ce que j'avais à dire. Ah bah merci beaucoup. Je viens de rencontrer une dame qui m'a proposé d'aller récupérer quelques pommes sous son pommier pour le voyage et elles ont l'air incroyables. Regardez-moi ça. Donc je ramasse quelques pommes. Alors Cyril, c'est la première fois que tu fais du stop? Ouais, Et alors, comment ça se passe? ça va, j'ai juste mal au dos à cause du sac, mais sinon le stop en soi, c'est beaucoup de refus, mais faut pas abandonner, faut aller de l'avant. Et bah alors allons-y. Allons-y. Faut tendre le pouce comme ça, il y en a ils le poussent, ils le tendent un peu penché mais ça marche pas. Faut être fier, un peu fier. On regarde la personne un peu. Et ça marche pas toujours. Et c'est comme ça, faut pas abandonner. François Civil, il réussissait 10% de ses castings et aujourd'hui c'est François Civil quoi. Ça l'était avant aussi mais maintenant les gens le connaissent. Et voilà, on a été pris par Aniki qui nous emmène à Valence en voiture. Et on roule depuis 1 heure et c'est magnifique. Et je me dis, toute cette partie-là que je ferai pas à pied. Je suis un peu déçue et en même temps, c'est tellement joli et c'est tellement chouette de rencontrer Aniki que c'est pas grave. Et on devrait arriver là dans quoi? Dans 20-25 minutes. Donc on vient d'être déposé par Aniki et récupéré par Olivier qui nous amène juste à côté. Et voilà, et Olivier qui est donc, tu fais partie du groupe... Moi je connais les gens de Valence, je fais partie des gens mobilisés depuis bien avant d'ailleurs le mois d'octobre 2023, mais depuis le 8 octobre 2023 et les premières mobilisations. J'essaye d'y aller autant que je peux en soutien et de participer aux mobilisations. C'est pour ça que c'est un plaisir de vous accueillir. Voilà, vous avez entendu la voix d'Olivier, peut-être que vous le verrez tout à l'heure. Cyril est toujours en vie, et moi aussi, et Olivier aussi. Merci déjà Olivier de nous avoir, d'être venu nous chercher, nous accueillir ce soir. Et je voulais t'interviewer toi sur le sujet de la Palestine et sur le sujet de ton militantisme, pour en savoir un peu plus. Voilà, est-ce que toi tu peux me raconter comment t'es arrivé à te politiser et à t'engager notamment pour cette cause?
Ouais, la politisation, en tout cas la mienne, elle est familiale. Je la dois à ma mère, à ma marraine, à des gens qui se sont battus et qui m'ont toujours dit que de toute façon, si tu faisais pas les choses que tu avais envie de faire, il n'y a personne qui les ferait pour toi. Et que quand tu trouves quelque chose d'injuste, il faut le dire. J'ai grandi dans une famille tolérante et j'ai cette chance-là, ce qui fait que j'ai été toujours quelqu'un de très libre. Déjà dans les années 90, quand j'avais 15 ans, on était prisonnier en fait d'une existence. Il fallait avoir la réussite, la société du mérite, tout ça. Et tout ça, c'est des choses qui ne vont pas avec la réalité que je vivais et que j'avais envie de vivre. Donc, j'ai toujours pensé, je crois, par éducation, que de toute façon, le pouvoir et l'ordre établi n'étaient valables que si on pouvait le faire tomber. Donc à partir de là, l'usage de la force et à la violence policière qu'on peut subir. À un moment donné, l'exemple typique, c'est on marche avec des potes qui s'appellent Saïd, Redouane, etc., etc. Et puis on marche dans le quartier, et il y a une voiture de flic qui arrive au loin avec les gyrophares, les potes ils sautent dans un buisson, moi je reste parce que je me dis ça sert à rien que je me cache, parce que c'est pas moi qui cherche, parce que j'avais déjà compris. Et puis les flics ils s'arrêtent, puis qui me disent bonjour et tout, vous avez pas vu des gars là, machin. Si, ils sont partis de l'autre côté. Et ils sont partis de l'autre côté les flics, parce que j'étais blanc et qu'ils m'ont cru. Et que tout ça, ça fait qu'à un moment donné, tu te rends compte de tout ça. Donc quand après tu apprends, au fur et à mesure en grandissant, la géopolitique, il y a un peu d'histoire, tu t'intéresses, tu as envie de te cultiver, tu as envie de faire des choses intéressantes, tu prends les exemples types de qu'est-ce qui se passe et comment est écrit l'histoire. Et forcément, l'histoire du nazisme, l'histoire de la Shoah, de tout ça, ça crée un sentiment d'injustice aussi dans l'histoire humaine en général. On te l'apprend très jeune. Et ça, moi, ça a fait que j'ai voulu me documenter. Mon papa était directeur d'école primaire, on en a parlé beaucoup, c'est quelqu'un qui aimait le dialogue aussi. Et donc, tu parles de tout ça, tu entends tout ça, tu entends toutes ces histoires, tous ces machins. Ouais, et puis donc, on a créé l'État d'Israël. Alors, sur le papier, c'est fabuleux, quoi. Puis après, tu essayes d'avoir tes propres compréhensions des choses. Et puis, de fil en aiguille, tu te retrouves sur un texte d'un mec que tout le monde respecte dans l'histoire de l'humanité, c'est Gandhi. Tu te retrouves avec ce texte-là de Gandhi, qui est écrit, je crois, en 37 ou en 38, où Gandhi, il dit, il y a un truc qui se passe, qui part en couille avec l'arrivée des nazis en Allemagne, le national-socialisme à l'époque. Alors, c'est pas parce qu'il y a socialisme que c'est de gauche. Le national-socialisme, c'est l'ultralibéralisme considéré, un petit peu comme le Front National et surtout la voie Bardella, l'ultralibéralisme conditionné sur le protectionnisme. Pour revenir à ce que je disais, Gandhi il dit à ce moment-là, ils sont en train de persécuter les choses, de faire du nettoyage ethnique par les handicapés, par les délinquants, et ils tuent tout le monde en fait. C'est en couille en fait, et les nazis et les machins, ils sont en train de se taper, puis là il y a une focalisation sur les juifs, et les juifs eux sont en train de dire oui mais nous on veut retourner sur notre terre sacrée de laquelle on a été expulsés. Il faudrait le vérifier à quel moment ça existait, ça c'est encore autre chose, et chacun a le droit d'avoir ses croyances. Moi, je crois personnellement que depuis les Sémuriens, donc des milliers d'années avant l'an 0 et même la création de Jérusalem, il y avait déjà le bordel des religions là-bas. L'histoire, elle est simple en fait pour moi. À partir du moment où Gandhi, il explique que oui, effectivement, si c'est une terre sacrée pour quelqu'un qui y croit, il a le droit d'y être. Mais que si on recrée une nouvelle colonie en vidant la colonie anglaise de l'époque, si on recrée une colonie au milieu d'une colonie alors qu'on veut les libérer et leur rendre leur indépendance, si on le fait par la violence, et donc on parle de la Nakba à l'époque, donc la Nakba c'est la déportation d'une partie des Palestiniens pour les mettre dans des camps tout autour, dans des pays qui ont été un peu redécoupés depuis. Il y a la Nakba qui se passe, ils font ça, et Gandhi il dit si on fait ça, et ça s'est passé, et il le dit en 38, donc bien avant la guerre mondiale, si on fait ça, si on prend une terre par la violence, elle ne pourra continuer à vivre que dans la violence. Donc là, tu te dis, mais alors qu'est-ce qui se passe ? L'idée, très simple, de regarder comment est-ce qu'on fait pour pouvoir conditionner une réalité. La réalité, elle est impossible à comprendre, parce que c'est là que je commence, par rapport à la cause palestinienne, où je me rends compte qu'il y a un discours dans un sens, un discours dans un autre, et que les trucs sont complètement contradictoires, mais qu'il y a quand même une réalité de terrain, de laquelle tu peux tirer ta propre volonté de penser. Il y a aussi un truc qui est assez compliqué. Tout ça pour dire que oui, effectivement, c'est là aussi où tu t'intéresses à comment
l'histoire est racontée aux gens et comment, du coup, tout le monde peut se faire sa propre idée des choses. Et que finalement, la violence, ça s'arrête jamais. Et que Gandhi disait déjà à l'époque que si on prend une terre par la violence, il y aura forcément la guerre tout le temps. C'est là où intervient la plus grande des libertés de militer, c'est celle d'avoir le droit à tes propres convictions pour te battre et pour considérer les causes telles qu'elles sont justes. Et je crois que l'exemple de ce territoire de Jérusalem, de l'histoire de la Palestine, et pour revenir jusqu'aux Sémuriens, les Juifs, les musulmans, les chrétiens, tout ça, c'est que des histoires de croyances et beaucoup de manipulation. Et que c'est hyper intéressant parce que ça enlève toujours le libre arbitre que chacun doit avoir. Est-ce que tu penses que on a tous ce libre arbitre, enfin, et avec ce libre arbitre, on laisse quand même des discours façonner notre manière de penser? Sur la réalité, par exemple, nous en tant qu'occidentaux, à qui on enseigne depuis, je crois que c'est au CE2 qu'on commence à t'expliquer qu'il n'y a pas eu une plus grande civilisation que l'Empire romain. Ouais, on commence par ça. Et on commence par te dire qu'ensuite, voilà, il y a eu un peu de migration quand même, on te parle des Vikings, pour t'expliquer aussi la grandeur des peuples, machin. En fait, tout ça c'est raciste, c'est hyper raciste, ça empêche justement le libre arbitre. Et le suprémacisme, mais c'est pareil dans les autres pays, hein, c'est pas juste la France. Hein. On t'explique en fait que ta pensée elle est forcément supérieure en fait, parce que tu es issu d'une plus grande civilisation. Et enfin, moi je trouve ça violent dès le départ en fait, l'éducation qu'on nous donne. Et pourtant et puis c'est devenu obligatoire l'école. Mais justement, tout à l'heure, tu parlais d'injustice. Qu'est-ce qui pour toi aujourd'hui est source d'injustice? Le secret. Pour moi c'est le secret là. La base de l'effondrement de ce système là, il tient sur 3 mots. Enfin, 4 même ou 5, interdits à la libre pensée, justement, et au libre arbitre, interdits aussi au partage du savoir, qui devrait être une base essentielle. Les secrets dont je parle, ils sont simples. Il y a le secret bancaire, le secret des affaires, le secret industriel, le secret judiciaire. Tu as tous ces secrets-là. Donc, tu as le secret des affaires, c'est qui fait affaire avec qui. Tu vois, c'est-à-dire le secret des affaires, c'est qui est ton partenaire financier, qui est l'investisseur, qui décide, qu'est-ce qui se dit dans un conseil d'administration d'un groupement, d'un fonds d'investissement qui est capable de gérer plusieurs boîtes, voire limite un État, machin. Le secret ensuite bancaire, parce que la base, on nous parle d'une dette. Est-ce qu'on nous apprend à l'école à qui on doit de l'argent et comment on peut faire pour le rembourser? On nous parle d'une dette. On ne sait même pas à qui on doit de l'argent, tu vois ce que je veux dire. Pour retourner sur le sujet palestinien, pourquoi est-ce que nous, ce qu'on appelle la Cisjordanie, s'appelle the West Bank? Et pourquoi est-ce que à quelques kilomètres des côtes de Gaza, on sait qu'il y a des gisements de pétrole gigantesques? Le secret des affaires, c'est qui fait des affaires avec qui? Le secret bancaire, c'est où et à qui appartient l'argent. Le secret industriel, c'est qu'est-ce que j'ai produit, comment je le fais, d'où ça vient, quelles sont les filières. Secret d'État, c'est trop confidentiel, on n'a pas le droit de te le dire, sinon après, ça risque d'être la révolution. Non mais attends, on est d'accord d'avoir une loi qui dit que si on dit aux autres ce qui se passe vraiment, c'est la révolution. On est d'accord d'avoir ça comme loi, c'est-à-dire qu'on donne le pouvoir à des gens, et on leur fait suffisamment confiance pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent, en toute impunité, tout en ayant un secret. Non mais c'est une blague en fait. Et tu vois, en fait, si on enlève toute cette manière dont le monde est bâti, il est bâti sur 4 grands secrets, en fait, qui sont les secrets qui régissent l'entièreté de tout ce qui se passe, c'est-à-dire le business, qui, quoi, comment et où. C'est pas compliqué, en fin de compte. Donc, les gens, voilà, on ne sait pas. La vie, on ne sait pas. On ne sait pas s'il y a un Dieu, un machin, celui qui peut me dire qui c'est, c'est ou un intégriste ou quelqu'un qui n'est pas capable d'entendre un discours de contradiction. On a justement cette globalisation des choses qui est juste rendue possible parce que c'est normal qu'il y ait des secrets. Si tu pouvais semer une chose dans ce reportage que tu aimerais voir pousser dans le monde à venir, ce serait quoi? Ce que tu fais, toi, là, d'être là, ce soir, on ne se connaît pas, je vois ton histoire qui se fait, on en parle avec les copains de Valence qui sont très motivés, qui sont très mobilisés.
Et malgré qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de monde, il y a quand même une régularité dans la mobilisation, et ça c'est cool. On parle de toi, on discute, toi et moi après, tu viens, tu me fais confiance, je te fais confiance. Avoir confiance aux autres, tu vois. Juste ça, avoir confiance. Pas avoir peur d'ouvrir sa porte, de laisser les gens dormir chez eux. Tu vois, c'est pas prendre des douches plus courtes qui changera le monde en fait. C'est pas ça qui changera le monde. Ça n'empêchera pas le mec d'à côté de construire une centrale nucléaire. T'empêchera pas la vie d'arriver, quoi qu'il se passe en fait. Tu changeras encore moins le monde en ayant fermé ta gueule. Ça, c'est pas une bonne idée non plus. Et surtout pas en arrêtant d'avoir confiance aux gens, même si tu les connais pas. Il faut que la vie elle soit marrante en fait. Et il faut que les choses elles soient gentilles. Si ça marche pas comme ça marche pas du tout. En fait. Se la porter à soi déjà, c'est bien. Ça aide à avoir plus de facilité à le dire aux autres. Et j'ai une dernière question. Il y a beaucoup de gens qui me disent pourquoi est-ce que ces injustices, elles me touchent et tout ce que je traverse, c'est que je projette quelque chose à l'extérieur de moi qui est très intérieur. Toi qui es un peu plus vieux que moi maintenant, est-ce que tu considères que la vie qui se déploie à l'extérieur de toi, c'est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de toi et comment est-ce que c'est une réflexion qui t'a aidé à quelque chose, celle-ci, ou pas tant? Non, j'y crois pas du tout à ça. Pas du tout. Parce que justement, je pense que y a qu'à regarder. Il y a un gamin là qui a 15 ans qui vient de sortir de prison en Israël, un Cisjordanien qui vient d'être libéré. Le gamin, il a 15 ans, tout ça parce qu'il a acheté un caillou, quoi. Ces gamins-là, ils sont nés sous des blocus, ils ne savent même pas ce que c'est d'avoir un passeport, de pouvoir prendre l'avion, machin. Alors, je suis désolé, c'est pas bien de prendre l'avion. Le gamin qui a 15 ans, qui vit ça, et Louis Sarkozy, bordel. Tu vois la différence entre ces gens-là? Non, non, non. T'es pas responsable de ce qu'il y a autour de toi. On n'est pas responsable d'une histoire qui se déroule et dont on fait partie. On fait partie de cette histoire-là. On a la chance de pouvoir peut-être impacter la direction que ça prend après, mais on n'est surtout pas responsable du passé, quoi. Il y a des gens qui font les choses moins bien, tu vois. Bon, tu vois, Marion Maréchal Le Pen, c'est compliqué, tu vois. Son grand-père, sa tante, elle, c'est une belle lignée d'enfoirés, quoi. Mais, et voilà. Pense à un enfant, là, il y a une personne sur 1000 qui est en prison en France. Plus. Il y a plus d'une personne sur 1000, c'est énorme, qui est en prison, qui est incarcérée. Et on nous fait un chagrin d'amour parce que Sarkozy, il y a passé 20 jours. Mais en vérité, quoi. Il y a une personne sur 1000 qui est en prison dans ce pays. Je suis pas d'accord. C'est pas tous ces gens-là qui méritent d'être méchants. Enfin, on n'enferme pas les gens comme ça. Ils sont une personne sur 1000. On connaît tous 1000 personnes. On a tous été dans des endroits où il y avait plus de 1000 personnes. Ça veut dire qu'à chaque fois, on met quelqu'un en prison comme ça. Non, c'est pas possible, en fait. Les mecs, ils dorment par terre. Il y a des... Non. Même dans notre pays, il y a des choses qui vont pas. C'est bon, quoi. Même en France, il y a une personne sur 10 qui va à la banque alimentaire. Enfin, c'est horrible, en fait. Non, tu peux pas dire aux gens que ce qui les entoure, la souffrance, j'espère que les gens arrivent à comprendre, en fait. Il y a des responsables de tout ça. On peut contribuer au fait que ça change. Et ces responsables, c'est ceux qui maintiennent les secrets? C'est ceux qui maintiennent les secrets et ceux qui entretiennent la différence et la société du mérite, qui est une valeur qui n'existe pas, le mérite. Ça veut dire quoi, la société du mérite? C'est la société de l'héritage réaliste, en fait. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que dans une avalanche, aucun flocon ne se sent jamais responsable. C'est ça l'histoire. L'histoire de tout ça, c'est qu'il n'y a jamais personne qui te dira qu'il est responsable. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie d'ajouter? Ouais, j'espère que tu n'auras plus besoin de marcher pour la Palestine. Merci beaucoup, Olivier. Donc voilà, aujourd'hui, on a marché 4 heures et puis ensuite on a fait une grosse partie en stop puisqu'on est parti en gros du lac Bleu à côté de Saint-Julien-Chapteuil jusqu'à Valence avec Aniki qui venait d'Afrique du Sud et qui nous a raconté aussi sa vie et comment fonctionne un peu la vie en Afrique du Sud, même si aujourd'hui elle habitait en France. Et donc voilà, et aujourd'hui, voilà ce qu'on a couvert. Donc on est parti de Saint-Julien-Chapteuil. Et hop, on a suivi cette longue route
jusqu'à Valence. Et aujourd'hui, là tout de suite, on est ici, on est un peu à l'est de Valence, chez Olivier. Là, on arrive dans la Drôme et je m'apprête à descendre d'ici demain, le long de la Drôme, puis vers Avignon et puis vers Marseille. J'ai l'impression qu'on arrive dans le dernier chapitre de cette marche. Demain, on va aller jusqu'à Cray. Enfin, je vais aller jusqu'à Cray. Cyril, il va prendre son train pour Paris. Et moi, je sais pas trop. Je crois qu'il y a des gens qui essaient de m'organiser une interview avec le Crétois, mais j'ai pas trop bien compris. Donc voilà, demain, on va à Cray et on va rencontrer Enzo. Enzo qui est mon premier soutien depuis le début de cette marche, qui me parle toutes les semaines pour me demander comment ça va, mais qui est là, qui est vraiment derrière chaque coup dur. Il y a un Enzo qui était là pour moi. Donc demain on va rencontrer Enzo. Et puis ensuite, voilà, je prendrai la route vers Avignon pour essayer de rencontrer cette marche qui va donc de Marseille à Paris et qui devrait arriver à Paris le 29 pour les grandes manifestations en soutien à la Palestine. Et là, je vais commencer mon dérochage pendant que mon mec est en train de devenir un ninja de l'amour. Bien sûr.